Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette dernière table ronde de cette journée qui vous aura permis, je l'espère, de mieux comprendre l'intelligence artificielle, les espoirs, les enjeux et les controverses, comme l'indiquait le titre qui était sur le programme de l'événement. Alors il reste un domaine et non des moindres à explorer, c'est celui des retombées pratiques sur notre santé, notamment en matière de prévention. Prévention est un mot qui a été beaucoup employé aujourd'hui, mais c'est un sujet à lui tout seul, la prévention, et parce que l'IA permet à la fois de pointer un risque de maladie et de prédire l'efficacité des traitements pour chacun d'entre nous. Alors, comment travaillera mon médecin demain? Est-ce qu'il sera augmenté ou au contraire diminué, entre guillemets, dépassé par les algorithmes qui prendront toutes les décisions à sa place? Et les patients bénéficieront tous de ces avancées technologiques? Ce sont des grandes questions. Pour y répondre, j'ai la chance d'accueillir Christelle Ayache, qui est responsable adjointe du programme Santé numérique de l'INRIA, donc l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Le docteur Fabrice Denis, cancérologue à l'Institut Jean-Bernard Dumont, chercheur associé au CNRS et président de l'Institut for Small Hills. Ah, je l'ai raté, vous m'avez dit que je le raterais. Et Thomas Schmidt, qui est data scientist, PhD in machine learning. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous nous présentiez brièvement les structures pour lesquelles vous travaillez, au sein desquelles vous travaillez. Christelle Ayache, l'INRIA, c'est quoi? Oui, donc merci Anne. Comme vous l'avez dit, donc INRIA, c'est donc l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. On est de, comment dire, on est donc constitué ça y est. Vous existez depuis combien de temps? L'Institut existe depuis combien de temps? 1984. Et il y a combien de personnes actuellement qui y travaillent? Plus de 4000 personnes, 4000 scientifiques, chercheurs et ingénieurs. Partout en France ou partout à en France, partout en France. Nous sommes répartis sur 9 centres en France et un centre aussi au Chili. C'est un peu une spécificité. On a des antennes aussi en France, donc dans les grandes villes de France un peu partout, et des antennes qui sont amenées à devenir des centres. La santé, du coup, est répartie, et ça, on en reparlera peut-être. Le programme santé numérique dont je m'occupe, aux côtés de Philippe Gessnoin, je suis donc adjointe du programme santé numérique. On s'occupe donc des équipes santé qui sont réparties un peu dans tous les centres, et ce qui représente aujourd'hui 30% des équipes projet. Et vos grandes missions? Pardon? Vos grandes missions? Nos grandes missions, justement, donc fédérer, en tout cas mettre en avant, moi, mes grandes missions, c'est en tous les cas tout ce qui est mis en avant des travaux de recherche en santé de l'Institut. Donc c'est quand même une grosse mission au niveau du programme. Bien sûr. C'est ça. Et on a 3 cibles, parce qu'en fait, on a deux spécificités. Les logiciels open source, on est assez connu pour ça, côté ingénieur. Et puis de l'autre côté, on a aussi, il y en a d'autres aussi, mais création de start-up. On a déjà créé plus de 200 start-up depuis le début d'INRIA. Et donc on a depuis 2021 officiellement un start-up studio, INRIA Startup Studio, qui permet pendant 12 mois à des projets d'être accompagnés à l'entrepreneuriat et de développer et de pouvoir porter un projet de start-up. Donc dans nos missions, en tout cas avec Philippe, on a à la fois les équipes projets en santé, les équipes de recherche, les projets de start-up en santé qui sont en cours d'accompagnement, et les start-up issues d'INRIA en santé. Merci. Fabrice, votre institut? Merci, bonjour Anne, bonjour à tous. Donc l'Institut de e-santé INES est un institut qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant, on vient de fêter le 2e anniversaire, qui est un institut qui vise à élargir et accélérer la formation des professionnels en santé numérique, IA, télémédecine, etc. Et puis aussi à évaluer de façon plus objective la situation en termes d'intérêt clinique et de maturité technologique des solutions, parce qu'il y a des centaines de milliers de solutions disponibles, mais toutes n'ont pas vraiment le même niveau d'efficacité ou de preuve clinique. Et donc on s'attache à évaluer les performances de ces solutions. En parallèle, on forme des centaines et des centaines de professionnels de santé, parce que la question est simple, si on ne connaît pas, on ne prescrit pas. Donc l'idée, c'est d'élargir et d'accélérer cet enseignement, y compris à la faculté, puisque maintenant il y en a une formation obligatoire à partir de la rentrée prochaine pour les étudiants en santé. Et donc on fournit les contenus pour les facs qui n'ont pas toutes des enseignants en santé numérique. Il y a combien de personnes qui travaillent pour cet institut? On est plus d'une 60aine, essentiellement. Tous des médecins? Non, il y a 2/3 de médecins, et puis il y a des ingénieurs, on a aussi des juristes spécialisés dans l'éthique, dans l'IA. Donc c'est assez large, vraiment un écosystème qui est complet, mais effectivement on est un certain nombre de médecins de toutes spécialités. Oui. Thomas, donc c'est Numa Hills. Oui, tout à fait. Bonjour Anne, bonjour à toutes et tous.
Je m'appelle Thomas Schmitt, donc moi je suis le CEO et cofondateur de Numa Health. Oui. Numa Health, c'est une biotech française, une start-up. On fait de la biologie computationnelle. Oh, c'est un joli mot, ça veut dire fonctionne quoi? très bien au Scrabble. Ah oui, ça rapporte des points, oui. Oui, beaucoup. C'est l'utilisation de données biologiques, issues surtout des biomarqueurs sanguins, des outils de mathématiques et d'informatique. Et notre travail, c'est de modéliser le vivant, donc d'avoir des outils de modélisation de la physiologie. Et ça, pour deux objectifs. Le premier, c'est de développer des algorithmes prédictifs de pathologie, cancer, rechute, infarctus du myocarde, très en amont du développement ou des rechutes. Et puis un autre axe qui est développer des outils pour prendre en charge ce qu'on appelle les troubles fonctionnels. Les troubles fonctionnels, ce sont des états intermédiaires de santé, des patients qui sont ni malades, ni en bonne santé, puisqu'ils ont des troubles qui ne sont pas liés, qui ne sont pas corrélés avec des pathologies. Et c'est de leur proposer des outils pour pouvoir les prendre en charge et de leur recommander des conseils de mode de vie adaptés, issus de la biologie, pour pouvoir leur permettre de prendre en charge leur santé de façon préventive. Alors, on va évidemment détailler tout ça. Vous êtes combien dans votre équipe? Alors on est 17 Oui. répartis. À Paris, enfin en région parisienne? En région parisienne, aux États-Unis et à La Rochelle. Le siège est à La Rochelle. Et puis voilà, avec les outils maintenant numériques, on travaille à peu près partout. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Alors je voudrais qu'on commence par l'IA et ses effets sur l'état de santé et sur les réussites thérapeutiques ou non. Fabrice, je voudrais qu'on commence par un sujet qui vous tient à cœur et que je trouve vraiment passionnant, c'est l'âge biologique. L'IA permet de déterminer l'âge biologique, alors on fait comment et ça sert à quoi? Alors l'IA a comme grande vertu de pouvoir traiter beaucoup de données et de façon répétée, automatisée. L'âge biologique, alors les âges biologiques en fait correspondent à une vision de la santé beaucoup plus objective et notamment en termes d'évaluation de l'âge des vaisseaux, de l'âge des neurones, de votre âge métabolique, etc. Donc en fait on sait maintenant caractériser pour un individu à partir de 300 ou 400 données différentes vraiment son âge objectif et non pas l'âge chronologique qui est l'âge de nos dates de naissance. Et à partir de toutes ces données génomiques, par des mesures aussi de dispositifs médicaux, d'âge vasculaire, etc., on arrive maintenant à construire, finalement à numériser un âge objectif qu'on appelle aussi âge biologique. Alors, c'est intéressant pour pouvoir se placer par rapport à l'âge chronologique, déjà se situer, est-ce qu'on est plus jeune ou plus vieux que son âge? Et puis En général, on est plus jeune ou on est plus vieux? Alors ça, c'est intéressant. Dans l'étude qu'on a faite de notre calculateur, en fait, alors c'était sur une population d'actifs quadra, eh bien, ils étaient globalement 3 ans plus jeunes. Donc ça, c'était plutôt bien. Mais ce qui est intéressant, c'est la phase d'après. C'est qu'une fois qu'on a déterminé cet âge biologique, eh bien, on va pouvoir déterminer les cibles, les domaines à corriger pour allonger le plus possible cette longévité via des mesures de prévention ciblées. Et c'est tout l'intérêt de l'âge biologique, c'est qu'en fait, vous pouvez mesurer l'efficacité d'une intervention, pas en temps réel, mais en tout cas pas en attendant que le patient soit décédé de sa bonne mort. Mesurer l'efficacité, ça veut dire, monsieur, madame, si vous arrêtez de fumer, vous allez gagner tant d'années de vie, si vous mangez mieux, si vous bougez plus. Vous avez des évaluations assez relativement précises pour... Oui, absolument. On est même capable de dire selon le type d'aliment ce que l'on gagne ou ce que l'on perd, mais ce sont des données qui ont moins d'un an. Hein. Ces éléments de publication sont très récents. Et maintenant, on peut effectivement caractériser très précisément. Alors, c'est un niveau statistique appliqué à un niveau individuel. Donc, bien sûr, ce n'est pas une prévision. On est comme en cancérologie. Hein, je suis cancérologue. Lorsqu'on prédit des médianes de survie, ce sont des médianes de survie. Mais en tout cas, on est dans la même vision, dans la même dynamique de pouvoir caractériser pour tel individu la hiérarchie des mesures appliquées. Pas forcément très intéressant d'obliger les gens à faire 5 heures de sport par semaine s'il y a bien d'autres éléments à corriger avant cela. Donc voilà à quoi sert l'âge biologique. Et bien sûr, maintenant, hein, ça permet aussi d'évaluer l'efficacité des thérapeutiques. Alors les thérapeutiques, on en parlera après. Tout à fait. Parce que ça, c'est vraiment un domaine important. Mais vous avez parlé d'une étude sur des personnes de 40 ans. Est-ce que c'est le bon âge pour faire ces études-là? Je dirais, est-ce que c'est significatif de ce qui se passe à 20 ou à 60 ans? La longévité se joue à mi-vie. D'accord. Donc c'est simple, c'est 40 à 50 ans, c'est là que l'impact est la meilleure. Alors bien sûr, si on prend des mesures alimentaires notamment et d'hygiène de vie dans l'enfance, c'est magnifique. Mais le plein effet, la pleine réversibilité des anomalies, c'est entre 40 et 50 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'à 70 ans, c'est trop tard. Il y a une réversibilité, mais un peu trop moins. tard. Hein. Non, mais clairement, on l'a mesuré. Typiquement, un exemple, dans l'alimentation. Si à 40 ans, vous passez d'une alimentation pas bonne du tout, soda, aliments ultra transformés à base de protéines animales, à une alimentation méditerranéenne, c'est 10 années d'espérance de vie à 40 ans, si vous modifiez. Mais à 70 ans, c'est encore 4 ans. Donc,
même s'il y a une réversibilité Il moindre. est temps d'agir. Il est absolument. 10 ans, ça commence à compter, juste en modifiant son alimentation et sans se mettre à des régimes ultra restrictifs ou à de l'orthorexie. Et si en plus vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de boire, la vie va sembler tellement longue. Non, je plaisante là, ça se dit pas du tout. Ça a été quantifié, en tout cas, il y a 8 paramètres qui ont été quantifiés à 40 ans. Si vous avez les 8 mauvais paramètres en termes de sommeil, de tabac, d'alcool, d'alimentation mauvaise, de sédentarité, etc., vous perdez 24 ans d'espérance de vie. Ah oui, c'est beaucoup quand Ça même. commence à compter. Ouais, ouais. Alors vous, Thomas, vous faites plutôt un contrôle technique, entre guillemets, des différents organes avec l'analyse de multiples biomarqueurs. Vous pouvez détailler un petit peu les travaux que vous menez? Oui, en fait, on s'est concentré non pas sur la maladie, mais sur la normalité, d'essayer de modéliser le fonctionnement de la normalité pour pouvoir prédire le démarrage de l'anormalité. C'est-à-dire qu'on voit souvent une différence, comme s'il y avait une barrière entre ce qui est normal et ce qui est anormal, alors qu'en fait c'est un continuum. Ce n'est pas une différence, comme le disait Bachelard, de nature, mais de degré. Donc on s'est concentré sur la modélisation du vivant pour arriver à être très en amont dans le diagnostic de la pathologie et de pouvoir prédire le développement de la maladie et d'être sur vraiment l'analyse des terrains à risque. C'est là où on se rejoint beaucoup sur l'âge biologique, sur les prédispositions, sur l'épigénétique, sur le mode de vie, pour se dire qu'in fine, peu importe, c'est le terrain qui compte et le terrain est un terreau au développement des pathologies. Donc c'est là l'axe de notre activité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA est un outil, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que nous, on travaille sur des modèles développés par des médecins, c'est de la physiologie, de la mathématisation de la physiologie, et l'IA est un outil qu'on utilise. Alors que souvent, l'IA est là pour rechercher des modèles. Et ça donne des modèles déterministes, des boîtes noires en fait. Et c'est là où les médecins font un grand recul, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait de cette boîte noire? On n'en a pas confiance, et donc on ne l'utilise pas, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc on a pris le pli inverse en partant de modèles brevetés, et en utilisant l'IA pour les rendre encore plus prédictifs, encore plus forts, pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et reconstruire, consolider nos modèles, pour permettre en effet, à partir de cette conception de la normalité, de pouvoir prédire quand est-ce que ça risque de devenir anormal et de pouvoir très rapidement les prendre en charge sous forme de dépistage. Alors, vous avez parlé d'une maladie, enfin, on l'avait parlé quand on a préparé cette table ronde, qui est le cancer du pancréas, qui est une maladie effectivement redoutable. Le prédire à l'avance, je parle aussi aux cancérologues, est-ce que c'est vraiment un gain de chance, puisque c'est une maladie qu'on traite plutôt très mal, pour des pathologies comme ça? Alors expliquez-nous, cancer du pancréas, vous pouvez dire monsieur ou madame, dans 5 ans, vous avez tant de pourcents de risque ou globalement un risque élevé de développer ce type de cancer. L'objectif, c'est de pouvoir le dire. On ne le dit pas encore, on est dans des travaux de recherche, mais c'est l'axe sur lequel on travaille avec des très bons premiers résultats. Mais en effet, ce sont des dépistages avec des outils finalement assez simples pour pouvoir très rapidement screener une partie de la population et définir des terrains à risque. Toute la question que vous posez, elle n'est pas tant dans la prédiction, mais de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Parce que c'est vrai que ces pathologies-là, il y a une approche médicamenteuse importante, mais quand on en prend tout au début, il n'y a pas de molécule chimiquement active qui va pouvoir, je dirais, régler des terrains à risque. Il y en a, mais si c'est pris très 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 en amont, on est vraiment sur un moment où la science s'arrête. Et le lien que l'on doit faire, c'est avec comment est-ce que le mode de vie peut avoir un impact sur ces prédispositions au développement de certaines pathologies. Et donc on en arrive là, à la fin, au patient et à l'action du patient au quotidien dans son mode de vie pour éviter, et là on est vraiment dans la prévention. Donc la prédiction n'est qu'un outil pour la prévention, ça n'est pas séparé. Fabrice, vous êtes cancérologue. Comment on gère une telle information sur ce cas précis du cancer du pancréas, par exemple? Parce que c'est quand même un cas qui effraie beaucoup de gens, évidemment. À juste titre, la mortalité est très élevée, par un diagnostic souvent trop tardif. Un diagnostic précoce est associé à une meilleure survie. Donc ça, jusque-là, c'est assez implacable. Sauf que on a en fait ce modèle dans le cancer du poumon, où justement on a déjà des tests prédictifs à 5 à 10 ans à l'avance qui permettent de suggérer ou non l'apparition d'un cancer. D'abord, on n'est pas formé à la médecine prédictive en médecine, parce que ça suggère que les patients qui ne sont pas malades, donc ne sont pas des patients, des sujets on va dire, doivent être suivis avant même d'être malades et d'être patients. Comment on les suit, à quel rythme, avec quels examens, et surtout, il y a ce fameux taux de faux positifs.
C'est-à-dire de gens qu'on va suivre pendant 30 ans pour rien, mais qui vont peut-être pas avoir la même vie que s'ils n'avaient pas eu l'info au départ. Ça, c'est sûr que ça plombe un peu la vie quand même. Ça, donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut passer par des études randomisées qui permettent de vérifier que cette détection précoce et cette prise en charge précoce soient vraiment associées à un bénéfice. Parce que ce qui peut paraître évident, plus la tumeur est petite, mieux c'est. En cancérologie, ce n'est pas toujours si simple. Puisqu'on parlait de modèle, le cancer il est régi par une dynamique mathématique qui est la théorie du chaos. Et il n'y a pas que la tumeur qui compte. En fait, ce qui fait pousser une tumeur, ce n'est pas la tumeur, c'est l'environnement. Oui. Et l'environnement, c'est là que l'intérêt est important d'agir dessus pour justement moduler cet environnement et renforcer ce qu'on appelle l'hôte. Mais on peut avoir des petites tumeurs très agressives, très vite, et on peut avoir des grosses tumeurs peu agressives. Et c'est cet enjeu des essais randomisés, même en situation de prévention, qui est important parce que, par exemple, dans les tumeurs cérébrales, les glioblastomes, on n'est pas du tout certain qu'une détection précoce soit associée à un meilleur pronostic. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie du tissu glial. Ce n'est pas un corps étranger qu'on pose et qui va faire une boule et qui va grossir. C'est une maladie de la glie. Donc une maladie beaucoup plus diffuse. Qui est diffuse, voilà, même si apparemment elle n'est pas à l'imagerie, en fait c'est le cas. Donc l'idée est top et il faut absolument aller vers cela. Il y a des premiers résultats qui semblent assez intéressants en termes de prédiction, mais il va falloir effectivement qu'on se prépare à la gestion au cas par cas de qu'est-ce qu'on fait. Oui, alors justement, qu'est-ce qu'on fait ? Abordons le sujet des traitements, je vous ai interrompu précocement. La pharmacogénomique, c'est quelque chose de formidable parce que ça permet non seulement de dire monsieur, madame, ce traitement sera efficace chez vous, ou alors il sera plus dangereux qu'efficace, il aura trop d'effets secondaires. Donc c'est vraiment, ça permet une prescription très individuelle et des résultats qui seront forcément meilleurs. Clairement, alors ça c'est vraiment très récent, publication du Lancet l'année dernière, étude comparant des patients à qui on a fait une analyse génétique de leur métabolisation des médicaments, ce qu'on appelle l'évaluation de la dynamique de leur cytochrome, donc ces espèces d'enzymes qui transforment les médicaments lorsqu'on les avale ou qu'on vous les perfuse. Et il a été montré que la détermination de cette cartographie permettait de réduire les effets secondaires de 30%, c'est énorme. Ce qui est quand même juste énorme à l'échelle d'une population. Et l'autre effet intéressant, c'est qu'en plus, vous pouvez mesurer individuellement les adaptations de posologie à faire. C'est-à-dire que, par exemple, on doit vous prescrire un anticoagulant. Eh bien, à partir de cette donnée, on vous dira qu'il faut le prescrire plutôt à demi-dose par rapport à d'habitude pour avoir la même efficacité, car au-dessus, vous aurez une toxicité. Et pareil pour les traitements anticancéreux, on peut évaluer à l'avance la toxicité. Alors, on le fait déjà pour certains produits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette cartographie, on peut le faire pour tous les médicaments. Et il y a même des pays, on va parler de la Suisse, qui remboursent ce test. C'est une grande assurance qui rembourse. Alors on le fait une fois tous les 10 ou 20 ans. Et clairement, ça guide. Vous avez un passeport où vous avez les médicaments dans le rouge et ceux dans le vert. Thomas, les traitements. Christelle. Oui, non, ça me fait rebondir parce que, en fait, juste, c'est le hasard du jour. Mais aujourd'hui et demain, sur un gros projet européen dans lequel on est impliqué, INRIA, là, donc à Paris Santé Campus jusqu'à demain. Donc, si jamais vous pouvez vous présenter demain, si vous souhaitez, il y a une démonstration de premier livrable d'un projet qui est une plateforme de cardiotoxicité des médicaments. Qu'ils ont mis en place là, voilà, avec des équipes. Il n'y a pas que des équipes INRIA, il y a des partenaires aussi, d'autres pays européens, bien sûr. Mais du coup, il y a en ce moment là, en tout cas, ils font la démo de cette première plateforme qui est très intéressante. Le cardiotox, c'est un vrai sujet en oncologie notamment. Ouais. Est-ce que vos travaux aboutissent aussi à des résultats en matière de prescription thérapeutique ? Non, l'idée c'est vraiment, nos outils sont des outils vraiment de dépistage, donc de pouvoir classer la population avec des terrains à risque pour ensuite pouvoir réorienter ces patients qui potentiellement peuvent passer un peu sous le radar pour ensuite les repositionner dans un schéma thérapeutique. Ce que je trouve très intéressant de ce que vous disiez, c'est que les médecins ne sont pas formés à la médecine prédictive et que là on a senti, ce sont des patients sans l'aide, c'est la maladie, c'est la santé, et je pense que c'est le point un peu de la fin qu'il faudra aborder, c'est qu'on est dans une rupture d'innovation, une rupture technologique, et toute rupture technologique doit être accompagnée par une rupture épistémologique. C'est-à-dire de comprendre différemment le vivant, de comprendre différemment la science, et de se dire que là, si on ne change pas de façon de penser, de façon d'aborder le vivant, on est bloqué. Parce que vous êtes un patient, vous n'êtes pas malade, et pourtant il y a un risque. Donc qu'est-ce que vous êtes ? Un malade en puissance, un patient, est-ce que je dois m'occuper de la santé, de la maladie ? Il y a vraiment une interrogation qui doit accompagner cette grande innovation qui est l'IA. Oui. Alors avant de développer ce sujet qui est vraiment intéressant, je voudrais qu'on parle d'un autre sujet qui me passionne, c'est les jumeaux numériques. Oui, donc c'est quoi ?
Allez-y, Christelle. Ça va vraiment ça va aussi dans ce sens-là. Et là, la plateforme dont je parle, c'est une plateforme virtuelle et donc c'est en lien aussi avec les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, en fait, c'est des modèles. En fait, en gros, ce qu'on appelle jumeaux numériques, c'est le couplage d'un modèle physique et d'un modèle finalement informatique, numérique, mathématique. Faut dire ça. Et du coup, c'est vraiment le couplage qui fait qu'on appelle ça le jumeau numérique. Jumeau numérique du coup jumeau numérique en santé, c'est ça, on redescend d'un cran. Jumeau numérique du cœur, donc on travaille beaucoup sur la modélisation aujourd'hui donc dans nos équipes de cellules, d'organes, c'est pas un vrai jumeau grand comme moi. On est encore exactement. Donc ce sont des jumeaux d'organes. C'est votre foie, votre cœur. Oui, exactement. Il y en a beaucoup qui travaillent entre autres chez nous, sur le foie et le cœur, beaucoup. Pas que, mais aussi. Donc cellules, tout ce qui est flux. Dans le foie, par exemple, pour la simulation du foie, c'est aussi. Ils arrivent en fait comme ça à modéliser tous les flux qui se passent. Je n'ai pas tous les mots des médecins, mais c'est exactement ça. Et du coup, dans le cadre de ces jumeaux numériques, où on en est, on a justement là en ce moment, en tout cas nous, dans notre programme santé numérique, 2 grosses actions, 2 gros projets. Un projet vraiment recherche qu'on copilote avec l'INSERM, qui est le PEPR santé numérique, sur lequel en fait... PEPR, c'est pour... Programme et équipement de recherche, programme et équipement prioritaire de recherche. D'accord. Ça fait partie de France 2030. C'est la stratégie, en tout cas c'est le programme recherche de la stratégie d'accélération santé numérique. Ça représente 60 millions d'euros sur 7 ans. Ça a été lancé l'année dernière au mois de juin. Ça implique énormément c'est des projets collaboratifs. Il y a déjà 17 projets, mais énormément de gens de la recherche. Donc il y a tous les organismes de recherche et les universités, les CHU qui sont impliqués dans ces projets. On est vraiment sur des publics. Il y a déjà 150 acteurs qui sont impliqués sur ce PEPR santé numérique. Et sur ces 17 projets, on est sur ce qu'on appelle la modélisation, les modèles multi-échelles. On a estimé... Quand on a eu le PEPR santé numérique, il fallait focuser forcément sur un sujet parce que la santé numérique, c'est large. Il fallait vraiment un sujet de demain, un sujet avec vraiment des verrous technologiques, comme vous le disiez là, et vraiment les sujets de demain. Et donc, modèle multi-échelle, on est vraiment sur la modélisation multi-échelle, on est vraiment sur le fait de... Il y a deux dimensions, le temps et l'espace, en fait. Et donc, le temps, finalement, pouvoir suivre déjà la microseconde, de l'ordre de la microseconde, mais ça peut aller jusqu'à des dizaines d'années, et c'est l'importance de pouvoir suivre justement des gens dans le temps, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, Fabrice, et l'espace aussi, parce qu'on va de... Effectivement, c'est ça. Donc, c'est l'espace. C'est ça. Donc là, on est sur le PEPR, on est sur des projets qui seront là, on est sur 2030, programme France 2030, donc mais quand même, l'objectif, aujourd'hui, on est bien sur des cellules et des organes. Demain, on sera bien sur le corps entier. C'est le but du jumeau numérique. Et un deuxième projet qui a été annoncé officiellement par le président Emmanuel Macron le 11 décembre dernier, là avec un grand industriel français qui est Dassault Systèmes. Le cœur. Meditwin, voilà, le projet Meditwin qui va être lancé officiellement chez Dassault. Le kick-off a lieu la semaine prochaine, le 5 juin. Ça sera un programme sur 5 ans. Et là, on est vraiment sur, déjà, la commercialisation, l'industrialisation de premiers jumeaux numériques. On est sur les jumeaux numériques en santé sur 7 pathologies. Avec Dassault Systèmes qui porte le projet, 10 équipes INRIA qui sont impliquées, 7 IHU, un CHU, le CHU de Nantes, et également 4 startups. Et alors justement, qu'est-ce qu'on cherche sur le cœur? C'est le fonctionnement global de l'organe, c'est toutes ces pathologies. C'est quoi le but d'avoir un cœur en jumeau numérique aujourd'hui? Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. C'est l'exemple de la société, de la startup issue d'INRIA qui s'appelle InHeart. InHeart, en fait, c'est le problème de la maladie de l'arythmie, les arythmies cardiaques. Et grâce à la modélisation du cœur qu'ils effectuent, et donc leur outil et leur solution, permet, avant l'opération, parce que donc ça nécessite, les arythmies cardiaques nécessitent une chirurgie où en fait il va falloir aller avec une mini sonde, c'est très trouver exactement l'endroit et faire des petites brûlures en fait. Et bien du coup, grâce à ce modèle, le chirurgien en amont de son opération va savoir exactement, plus précisément où aller trouver. Et donc tout ça pour dire que
en tout cas aujourd'hui c'est les chiffres qu'ils annoncent, on passe de 5 heures d'opération à 2 heures d'opération, par exemple, grâce à cette solution. Donc c'est beaucoup Donc plus précis. Thomas, vous aviez l'air de connaître ce cœur-là. Je connais la start-up puisqu'elle vient de closer une belle levée de fonds avec un lever que je connais. C'est comme ça que vous la connaissez. Oui, et puis voilà, je connais en effet. Et l'espoir de ces organes, de ces jumeaux virtuels, au niveau des organes, pour l'instant, c'est vraiment, dans ce que vous savez, c'est... En fait, on modélise pour l'instant plus facilement des pathologies, on va dire moins difficilement des pathologies. Moi, honnêtement, les jumeaux numériques, il y a encore un an, pour la prédiction de l'efficacité des traitements en cancérologie, je me disais, je veux voir. Et j'ai vu. Et alors voilà comment ça s'est passé, en fait. Une start-up travaillait sur une simulation d'un essai randomisé d'un médicament d'immunothérapie. Cet essai ayant lieu en parallèle avec des vrais patients. Mais bien sûr, ils n'avaient pas les résultats qui allaient sortir de cette vraie étude. Et donc, ils ont eu le courage de sortir leur simulation de résultats de l'étude. Et 3 jours après sont sortis les résultats du laboratoire avec la vraie étude. Et c'était quasiment pareil, à 1 mois après, sur 2 années de survie sans rechute. Ça veut dire qu'ils avaient parfaitement modélisé la dynamique tumorale et son interaction avec les cellules hôtes et la dynamique des cellules elles-mêmes, et l'effet des thérapies sur cette dynamique. Donc, on est dans une situation où, pour des pathologies bien évaluées en termes de modélisation, on commence à être capable de prédire l'efficacité de thérapie. Alors là, ça laisse un champ énorme, notamment pour les laboratoires pharmaceutiques, pour réduire dans les bras expérimentaux, ou même dans les bras contrôle, plutôt le bras dit placebo, le nombre de patients à inclure. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand on essaie un médicament, quelle que soit la pathologie, il y a un bras contrôle, et puis il y a un bras avec le nouveau médicament, et on fait un tirage au sort pour éliminer tout un tas de biais. Sauf qu'en général, les patients ils n'aiment pas trop le tirage au sort et encore moins se retrouver dans le bras contrôle. C'est logique, même si rien n'indique que le bras avec le médicament à évaluer sera efficace. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ces jumeaux numériques, c'est de réduire en fait l'importance du nombre de patients à inclure, parce que forcément, moins il y a de patients, plus l'étude donnera des résultats rapidement. Et puis aussi de réduire ce bras contrôle qui pose problème pour aller vers des bras contrôle où il y aura, mettons, 50 patients dans le bras contrôle dit placebo, et 300 dans le bras expérimental. Et en fait, les 250 manquants, ils vont être marqués par cette évaluation in silico. Donc ces jumeaux numériques, en tout cas pour des pathologies dont la dynamique est bien connue, avec des cellules dont on sait leur comportement vis-à-vis des traitements, ont un atout incroyable en termes de gain de temps pour le développement, et puis bien sûr de coût de l'étude, parce que si on doit passer d'études qui durent 5 ans avec 1000 patients à une étude qui va durer 2 ans et 100 patients, ça n'a rien à voir évidemment. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Quand on a préparé cette table ronde, Thomas, vous m'avez dit que l'IA et les algorithmes, ça apporte une vision d'ensemble pour des médecins qui ne s'intéressent qu'à des choses hyper spécialisées. Et donc justement, la multiplication des travaux et des organes, des jumeaux numériques, ça va donner un autre regard, une autre façon de travailler aux médecins. Vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Peut-être pas dit comme ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y arrivait pas, parce que je vais me mettre mal avec mon voisin. Non. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça amène une rupture dans la façon de penser, parce que l'IA permet de travailler avec des grands jeux de données, et donc de penser la transversalité, et de penser de façon systémique. C'est-à-dire de comprendre les corrélations, les interrelations, les interactions, là où dans notre méthode de pensée scientifique, il y a, c'est vrai, du réductionnisme, c'est-à-dire d'aller à l'élément le plus fin possible pour l'étudier et le résoudre. Et c'est une méthode très européenne, cartésienne, hein, c'est notre tradition, sauf qu'on lit mal Descartes, parce qu'à la fin, il nous dit de ramener cet élément dans la globalité du système. Et donc, c'est ça que nous amène l'IA et ce que nous enjoint l'IA. Et c'est vrai que là, on arrive à une barrière de pensée, de la façon de considérer le vivant et la science, qui est de se dire mais il faut penser système, parce qu'un cœur sorti n'est pas un cœur à l'intérieur qui fonctionne avec des organes dans un écosystème, etc. Et donc c'est ça tout l'enjeu de l'IA. Je prends un exemple, on connaît bien une start-up israélienne qui a développé un outil prédictif du cancer colorectal basé donc évidemment sur des outils d'IA, mais les données d'entrée sont des résultats biologiques très standards, une numération formule sanguine simple, plus simple du monde. Et ils ont des taux de prédiction, de sensibilité, de spécificité, études cliniques incroyables. Les médecins n'y croient pas.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ordre de l'acceptation, on est dans l'ordre de non, je n'y crois pas, alors qu'il y a il y a une validation. Mais parce qu'on va plus loin, on va au-delà et que l'IA peut représenter une boîte noire sur laquelle on arrive avec de l'ordre de la croyance, alors qu'on est dans une vraie validation. Et donc, cette rupture technologique doit être accompagnée obligatoirement d'une autre façon de penser, d'une autre formation et d'une autre façon de considérer le vivant. Sinon, c'est l'IA qui prendra la main quand elle deviendra vraiment intelligente, parce qu'aujourd'hui elle ne l'est pas. C'est un outil à notre main, mais quand elle commencera au stade 4 à avoir une forme de conscience et à pouvoir être génératrice, créatrice, là on sera complètement dépassé. C'est ces médecins, entre guillemets, diminués dont j'ai parlé en introduction, parce que si effectivement ils donnent tous les pouvoirs à la machine, entre guillemets, ils risquent effectivement de perdre la main à un moment. Oui, ils perdent la main, et alors qu'on sait que la relation avec le patient est quand même centrale, et là on se rend compte des études que ChatGPT est plus empathique qu'un médecin, arrive à plus convaincre un patient pas que le docteur Denis, je un vous médecin. assure. Je sais bien, il y a des exceptions évidemment, et heureusement. Vérifiera. Non, mais ça en dit long sur le risque du jour, et que c'est peut-être déjà trop tard si on ne s'est pas rendu compte qu'il faut modifier notre façon de penser, notre façon de considérer ces éléments-là, et qu'on prenne la vague. Parce que c'est vrai qu'on a une pensée occidentale, surtout européenne, un peu à rebours des Américains avec qui on travaille beaucoup, qui sont déjà très en avance, les Asiatiques n'en parlons pas, très en avance, et on risque d'être en retard, et de façon un peu pessimiste, je pense que nous le sommes déjà. Alors, si on veut être plus optimiste, l'IA, c'est le meilleur moyen d'entrer dans la médecine dite des 4 P, qu'on attend tous, plus ou moins. Alors, les 4 P, c'est prédictive, préventive, participative et j'ai jamais su. Et personnalisée. Oui, oui. Il me manque toujours. Que je connais, donc ça va. C'est le seul que je ne connaisse pas, donc on se complète. Oui, tout à fait, c'est encore une fois un outil. Voilà. Et comme tout outil, c'est à la main du médecin. C'est là vraiment très important. Les outils qu'on développe, en tous les cas pour notre entreprise, c'est vraiment des outils pour rendre le médecin beaucoup plus acteur, pour ne pas qu'il se fasse dépasser. C'est lui qui doit avoir la main, c'est lui qui doit avoir la décision, et ce sont des outils qui lui permettent d'être beaucoup plus réactif, être en amont de la maladie, avoir des conseils beaucoup plus adaptés. Ça n'est pas de le grand remplacer. Fabrice. Oui, alors... La situation actuelle, effectivement, elle nous a tous dépassés en termes d'efficacité, notamment en termes d'efficacité diagnostique. En 6 mois, bon, ça avait commencé un peu avant, mais on ne voulait pas regarder, mais là, maintenant, on est un peu obligé. Il y a des tests, alors qui sont des tests indirects, mais qui, en gros, à partir de cas cliniques complexes, sont donnés à des modules d'IA générative. Il y en a plusieurs, et on compare leur efficacité diagnostique à celle des médecins experts, en plus, pas le médecin qui ne connaît pas sa pathologie hyper pointue, un truc bien compliqué. Et globalement, les chiffres, c'est simple, en tout cas sur les dernières études de Gemini, qui est une IA de Google, c'est 91% d'efficacité pour l'ordinateur, on va dire, contre 60% pour le médecin. Avec des cas incroyables de patients qui ont erré pendant des années avec des symptômes qui n'ont jamais été associés à une pathologie malgré une trentaine de médecins rencontrés. Et puis finalement, avec une seule requête sur un LLM, le diagnostic était suggéré, c'était ça. Donc ça, est-ce que ça va remplacer le médecin ? Je ne suis pas du tout inquiet en fait. On va être dans la même situation que Internet. Au sens où, lorsqu'on a commencé, nous, médecins, à aller surfer sur Internet pour avoir des infos sur des médicaments ou des pathologies, on n'a pas eu l'impression de se faire remplacer. Et ce n'est pas le cas. Et en fait, là, on sera beaucoup plus efficace, on sera augmenté, pour le coup, dans des situations où on rame un petit peu pour adapter des traitements où on trouvait, ou bien aller chercher un diagnostic qu'on n'arrive pas à trouver. Par contre, la boîte noire, le fait de ne pas être capable d'expliquer à un patient ce qu'on lui fait, parce que l'algorithme, il est tellement... inintelligible qu'on ne peut pas remplir notre devoir d'information, là c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a 2 devoirs, les médecins, on a une obligation de moyens, pas de résultats, pas encore, et on a une obligation d'information. Si on n'est pas capable d'expliquer à un patient pourquoi on lui donne ce traitement autrement qu'en disant c'est l'ordinateur qui m'a dit, Oui, ça c'est un bon argument ça. Et que le patient meurt, c'est, comme on dit, plein pot pour le médecin parce qu'il n'a pas rempli son obligation d'information. Donc ce sujet de l'intelligibilité est majeur puisque s'il n'y a pas d'information, il n'y aura pas d'usage.
Alors, maintenant, évidemment, les éditeurs ont compris et font de l'intelligible au maximum, et tant mieux parce qu'au moins on peut expliquer les choses. Concernant les diagnostics, c'est un peu différent parce que si une IA suggère un diagnostic, après le médecin a tout le loisir d'aller vérifier par d'autres méthodes que le diagnostic proposé est bon ou pas. Christelle. Exactement. Et enfin, oui, pour le point de vue de la recherche, c'est un vrai sujet, encore l'explicabilité, l'interprétabilité des algorithmes. On est vraiment encore sur un sujet de recherche aujourd'hui. Et c'est un sujet de recherche sur lequel tout le monde est bien conscient et dessus. Mais on est vraiment encore aussi sur un sujet de recherche. Donc c'est l'importance, effectivement, de pouvoir expliquer finalement le résultat donné d'un algorithme pour effectivement exactement ce que vous venez de dire. Sujet, hein, alors, on a le médecin, effectivement, en général, on fait beaucoup d'études pour se terminer au moment où on est devant le patient par un patient, ça se résume en 3 mots en général, hein, qu'on s'imagine pas. Ça s'interrompt au bout de 17 secondes et ça se dit en 3 mots. Alors c'est quoi les 3 mots? En fait, souvent, on retient d'une grande histoire de pathologie, etc., pour prendre une décision 2 ou 3 paramètres. On ne va pas en utiliser 300. Par contre, de temps en temps, ce serait bien quand même d'avoir des outils qui fassent la synthèse de 300 ou 400 paramètres, et notamment lorsqu'on va vers de la longévité ou des pathologies multifactorielles. Là, on est obligé d'aller chercher partout, de la cardio, de la neuro, du métabolique, de la génomique. Et c'est tout l'intérêt de ces outils d'IA, c'est de justement proposer une synthèse qui vous résume toujours en 3 ou 4 paramètres, 300 ou 400 paramètres, et pour aller vers une décision. Parce que lorsqu'on a trop de paramètres, l'arbitrage, hein, qui est le métier du médecin, c'est arbitrer. Hein. Il faut pouvoir, comme on dit, arbitrer à la hache, surtout sur des situations où vous ne pouvez pas vous permettre de passer 2 heures devant le patient à vous gratter la tête, à réfléchir. C'est tout ces outils ont cet intérêt de pouvoir synthétiser des choses compliquées en des choses pertinentes et surtout qu'on pourra réévaluer un petit peu plus tard. Thomas ? Non, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose, pardon. Non, je suis tout à fait d'accord. Et alors, J'acquiesce. Vous acquiesciez, d'accord. La suite, c'est la médecine prédictive. Donc, si on continue à progresser avec l'IA, que dans 10 ou 15 ans, ces techniques aient fait de tels progrès que puissent vous déterminer des choses beaucoup plus précises sur votre avenir, c'est que bénéfice ou il y a des risques, on en avait parlé notamment avec qui pourrait accéder à ces informations-là? Le bénéfice de pouvoir faire de la prédiction objective et du ciblage objectif, c'est d'éviter des pathologies ennuyeuses. On sait, par exemple, qu'à 40 ans, si on fait un bon travail de prévention, on divise par 2 les maladies cardiovasculaires pour un individu et on réduit de 40% ses cancers. C'est juste énorme. Et donc, avec la longévité qui va avec. Le corollaire de tout cela, c'est qu'effectivement, il y a des domaines où on peut avoir un intérêt, pas forcément pour le patient, de savoir ce qui va se passer dans les 20 ou 30 prochaines années. Il y a le domaine des assurances, notamment, ou des protections diverses et variées. Et là, effectivement, il y a une barrière à installer. Tout ce qui n'est pas pour le bénéfice direct du patient ne doit pas être utilisé, a fortiori contre lui, pour justement dire, voilà, on ne va pas lui faire de prêt parce que manifestement le modèle indique que, même si on sait que ça se fait déjà, il ne faut pas imaginer que lorsqu'on remplit des questionnaires, il y a un médecin derrière qui va regarder vaguement. Non, tout ça passe par des modèles de prédiction déjà. Mais on sait maintenant, et avec les outils qui arrivent, qu'on va aller tellement plus loin dans la prédiction, qu'effectivement, il y a un moment, il faudra mettre une barrière entre les données disponibles qui pourront servir aux patients et à sa santé, et puis les données disponibles qui pourront servir à des tiers. C'est des barrières auxquelles vous avez déjà réfléchi? Oui, et moi j'y vois un grand risque en fait. Je vais me faire un peu l'avocat du diable en disant qu'il y a un vrai risque, et c'est que je ne suis pas techno-solutionniste. Pourtant, mon métier, c'est la technologie et c'est l'innovation. Alors, j'espère que mes investisseurs ne m'écouteront pas, mais je pense que le revers de la médaille, c'est de faire croire à tous les patients que ça va aller tellement loin qu'on ne tombera plus malade, qu'on arrivera à suffisamment diagnostiquer tôt pour de toutes les façons arriver à trouver des solutions. On ne sera plus malade et on ne souffrira de rien et on arrivera, c'est la mort de la mort, hein, c'est ce que dit le docteur Laurent Alexandre. Je pense que là, il y a un grand risque dans le sens où plus on prédit, moins il y a d'actions médicamenteuses et plus l'action du patient est importante. On parlait de l'âge biologique, on parle du changement du mode de vie. Et si on déresponsabilise les patients en disant « vous inquiétez pas, avec la médecine prédictive, on va tout faire, on va tout pouvoir, les algorithmes, etc. soignent tout », on déresponsabilise un patient, le patient donne les clés du camion en disant « bon, ça va, de toute façon, il y a une IA qui va trouver, et ChatGPT va nous sauver ». Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est le patient qui se prend en charge.
charge. C'est comment est-ce que je modifie mon mode de vie, comment est-ce que j'ai la motivation intrinsèque pour changer mon mode de vie et pour savoir qu'à 40 ans, il faut que j'aborde la vie autrement. Et ça ne dépend que de moi. Ça ne dépend pas d'IA, ça ne dépend pas de ChatGPT, ça dépend de ma profonde conviction. Et je pense que la déresponsabilisation que peut amener ces technologies est très dangereuse parce que la solution est en moi, au moins sur les décisions que je prends à mi-vie. Et ça, justement, c'est intéressant, cette notion d'âge objectif ou d'âge biologique pour motiver un patient. Parce que jusqu'à présent, le médecin généraliste, il dit, bon voilà, il faut manger des fruits et légumes, il faut faire du sport, etc. Et c'est tout ce qu'on nous a appris. Ça prend manifestement pas bien, en tout cas aux États-Unis, vu le taux d'obésité à 40% et tout ce qui va arriver derrière. Ça marche pas. Par contre, quand, en tout cas, un quadra actif, dynamique, vous lui montrez son âge biologique et puis ce qu'il peut gagner pour lui en faisant ça, ça, ça et ça, eh ben, le taux de motivation explose en fait. Et il faut qu'il y ait un intérêt, que le circuit de la récompense, entre guillemets, soit activé. Ouais. Christelle? J'ai un autre exemple, effectivement, sur une des startups qui est à Paris Santé Campus, qui s'appelle Axe Life, et qui mesure l'âge des artères. J'ai testé la Par de poux, hein. Oui, oui. On ne posera pas de questions là-dessus. Et du coup, vous avez votre résultat, mais c'est assez bien fait, en fait. Enfin, du coup, c'est assez bien fait, vous avez des résultats, et enfin, ça va vraiment dans le sens que tu dis aussi, ça fait prendre, il y a une prise de conscience. C'est tout l'enjeu de ces mesures et de cette médecine de la longévité, de la prévention qui arrive. Ça devient plus un gros mot, la prévention. On a des outils qui arrivent, qui sont dingues, notamment la mesure d'onde de pouls non invasive qui mesure votre âge vasculaire, qui est extraordinaire. Et en fait, on va passer de conseils généraux à la population qui servent à rien, à du ciblage et à de l'évaluation au fil de l'eau de l'efficacité. Et les choses vont complètement changer. Le problème, c'est le coût des bilans actuellement. Oui, alors Et la formation. Et la formation des médecins. Parce qu'aujourd'hui, 7 décès sur 10 proviennent de maladies civilisationnelles, donc de maladies qu'on appelle à cause d'excès, donc qui pourraient être évitées. 7 sur 10. C'est pas l'IA qui va changer ça. C'est comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on motive, comment est-ce que les médecins, par leur formation, arrivent à changer de façon de concevoir et d'aborder les patients. Je pense que c'est un grand enjeu, cela. Et le dernier sujet, et il nous reste 3 minutes, c'est l'inégalité d'accès à toutes ces techniques-là. Parce que c'est de la médecine de riche pour l'instant. Il y a beaucoup de tests auxquels la population lambda n'a pas accès. Ça va être facteur d'inégalité, l'arrivée les progrès de l'IA en santé? Alors, c'est comme à chaque fois. Au début, on va dire que ceux qui peuvent payer peuvent se les payer, ça existe déjà, hein, ces cliniques de longévité, notamment en Suisse. Jusqu'à présent, tout cela s'appuyait sur, faut bien le dire, un peu de bidon, hein, sur le plan du niveau de preuve, mais ça c'est terminé. Le niveau de preuve maintenant il est là. Par contre, effectivement, il faut démontrer la valeur médico-économique de ces bilans pour pouvoir se dire, ben voilà, on les déploie, on les finance pour toute une population. Alors c'est en train d'apparaître pour la pharmacogénomique, hein, dont les premières analyses montrent que c'est intéressant sur le plan d'un pays et d'un déploiement à large spectre. Pour les bilans, globalement, il faut compter entre 1 500 et 5 000 euros, hein, pour un bilan de prévention mais de haut niveau. Actionnable, c'est-à-dire quelque chose qui vous dit on trouve ça mais on va le corriger. Si c'est pour faire des bilans non actionnables et vous dire vous avez une maladie de Charcot dans 6 mois et on fera rien, non. Mais le bénéfice associé à cela, c'est quand même des bénéfices en qualité de vie, en longévité, en survie, etc. Alors, oui, inégalité. Oui, mais il y a des rôles d'acteurs importants comme les assureurs, les mutuelles. On est là dans les locaux du groupe Pasteur Mutualité qui est à la pointe de l'innovation pour la prévention. Donc il y a quand même des modèles qui vont permettre aux adhérents, aux individus de pouvoir être pris en charge de façon évidemment beaucoup plus préventive, parce qu'il faut en effet le sujet et la partie médico-économique de prouver que la prévention coûte moins cher que la maladie. Ça, c'est sûr. Et donc là, c'est ce changement-là avec des prises de risques, et c'est ça le grand enjeu, mais certains acteurs se lancent, et ça c'est chouette. Mais la prise de risque, c'est un vrai enjeu parce que le coût d'un cancer du poumon en traitement, par exemple sous immunothérapie, c'est 200 000 euros quasiment par an. 5 000 euros ou 4 000 euros, en plus ces coûts vont chuter, puisque dès qu'il y a, vous savez qu'il y a des effets prix-volume, etc., on fera du génotypage à haut débit, etc. Mais il est hautement probable que le bénéfice soit important. Mais pour l'instant, on est dans cette phase socle où les niveaux de preuve arrivent, les coûts des techniques sont élevés parce qu'il y a peu finalement de volume. Ouais. Mais je ne suis pas inquiet en termes médico-économiques. Ça sera une évidence bientôt de proposer la plupart de ces bilans.
Le mot de la fin avec Christelle, parce que le temps passe. Oui, non, c'était, enfin, en tous les cas, pour aller dans ce sens-là, nous, enfin, je pense que les puissances publiques, enfin, effectivement, les modèles économiques, ça, on y est. Enfin, en tout cas, c'est pas de notre ressort. C'est plutôt ça qu'il y a des choses, mais que du coup, la mise en place d'outils numériques, au sein des hôpitaux, etc. Au contraire, peut être un gain aussi pour la prise en charge. Enfin, finalement, c'est pas forcément. Finalement, c'est pas forcément un coût supérieur en tous les cas, et au contraire, ça peut même permettre certainement d'économiser quelque part la mise en place d'outils numériques au sein des systèmes hospitaliers et de la prise en charge des patients. Merci, j'espère qu'on a répondu Merci. à la majorité de vos questions. Rendez-vous dans 2 minutes avec le président du groupe Pasteur Mutualité, donc Bertrand Mas-Fressinet, pour le mot de la fin de cette grande journée. Merci.